Salam, aujourd'hui je vais partager avec vous quelques petits conseils que des petites astuces que j'ai découvertes au fur et à mesure de mon installation ici sur Tanger. Ça fait 1 an que je suis là, donc voilà des petites choses que j'aurais bien aimé connaître avant même d'arriver sur Tanger, ou ne serait-ce qu'au tout début. Donc voilà, ce sont des petites choses que j'ai découvertes et que je partage avec vous. Allez, c'est parti. On commence avec les visites d'appartements. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on visite un appartement? Alors, bien entendu, si vous avez des enfants, vous allez vouloir trouver un appartement qui est à proximité de l'école de vos enfants, ou si vous travaillez à côté de votre travail. Enfin bon, voilà, ça c'est autre chose. À part ça, mis à part ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà dans les appartements, quand vous allez visiter, il faut demander si le chauffe-eau si le chauffe-eau il appartient en fait au locataire ou au propriétaire, parce que quand vous allez visiter les appartes, les locataires sont peut-être toujours là, et donc il faut savoir si vous allez devoir vous-même acheter un chauffe-eau ou est-ce qu'il appartient au propriétaire, et donc du coup là vous n'avez pas à vous prendre la tête, parce que ça a un coût quand même, hein, un chauffe-eau. Hein. C'est à peu près dans les 100 euros, minimum 100 euros. Mais après, si vous voulez vraiment de la bonne qualité, et si vous êtes plusieurs dans la maison, il va falloir tabler un petit peu plus, hein, quand même, hein, parce qu'il faudra un chauffe-eau plus puissant. Après, tout dépend si vous le prenez au gaz ou à l'électricité. Bon, ça, c'est autre chose. Ensuite, regardez l'exposition au soleil. Alors, il n'y a pas beaucoup d'appartements qui sont exposés au soleil. Donc, il faut que vous regardiez si, dans toutes les chambres, s'il y a une exposition au soleil, parce que c'est important, parce qu'il y a beaucoup d'humidité. Tanger, c'est une ville qui est très humide. Donc, qui dit humidité dit que vous risquez d'avoir des problèmes en hiver, et donc du coup même pour vous c'est bien quand même d'avoir un peu de soleil qui rentre à l'intérieur de la maison, ça réchauffe, et ça vous évite d'utiliser beaucoup de chauffage. Donc regardez l'exposition. Il faut savoir une chose: l'exposition au soleil n'est pas la même pendant l'été et pendant l'automne-hiver. Moi, par exemple, dans mon appartement, j'ai 2 sidérés qui sont face. Quand je suis en été, printemps-été, il faut que j'aille sur un sidéré. Quand je suis en automne-hiver, il faut que j'aille sur l'autre sidéré pour avoir l'exposition au soleil. Vraiment, ça tourne. Hein. Faut bien prendre ça en compte. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de visiter les appartements quand la période hivernale commence. Un petit peu avant, quand il fait vraiment très humide, qu'il pleut. Parce que là, vous allez vraiment voir, en fait, s'il y a vraiment de l'exposition. Si vous visitez en été et que vous vous dites ah bah c'est super bien exposé, le soleil il rentre bien, et bah c'est super, comme ça en hiver quand il va pleuvoir bah ça va vite sécher, et bah en fait non, parce qu'en fait le soleil va tourner et donc du coup le soleil rentrera peut-être plus dans votre appartement, et au final en fait vous allez avoir un appartement qui est très sombre en hiver et très humide. Après, regardez au niveau du voisinage. Donc, vous allez regarder les voisins d'à côté, s'ils sont bruyants ou pas, ou quoi que ce soit, les voisins d'en haut. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui accueillent des enfants après l'école, et ils laissent les enfants en fait jouer et faire n'importe quoi. Enfin bon, voilà. Il y en a qui font des cours à la maison et qui accueillent aussi beaucoup d'enfants. Donc, c'est très bruyant. Donc, à vous de voir. Si vous travaillez à la maison, moi par exemple, je travaille à la maison, je suis obligée de faire mes cours à la maison en ligne. J'enregistre aussi des vidéos. Donc, j'ai besoin de calme en fait. Et donc, du coup, je suis toujours obligée d'attendre en fait qu'il n'y ait pas de bruit, que les enfants en fait soient à l'école et qu'il n'y ait plus de passage devant ma porte. Donc renseignez-vous auprès des voisins du dessus, des voisins d'en dessous, parce qu'il y a beaucoup de voisins qui risquent de vous pourrir la vie en vous disant que vous faites trop de bruit parce que vos enfants ceci, cela. Donc si c'est pour vous casser la tête, payez un Semsal qui vous trouve un appartement et vous êtes obligé de redéménager dans 1 mois parce que vous n'entendez pas avec les voisins. Il vaut mieux mettre les choses au clair avant. Donc vous retournez visiter l'appartement ou vous frappez à la porte directement des voisins, vous leur demandez ceci, cela. Quand je disais à la porte, il y a beaucoup de passages à la porte, moi je suis en face de l'ascenseur. Ce qui fait que les mamans, elles ont tendance en fait à squatter devant l'ascenseur. Et donc du coup, elles parlent, mais quand elles parlent, elles crient. Et en plus de ça, il y a les enfants. Et donc du coup, ça fait énormément de bruit, et c'était comme ça toute la journée. J'ai pu discuter avec elles. Alhamdoulilah, ça s'est arrangé, elles ont fini par comprendre. Maintenant, elles le font plus du tout. Maintenant, elles vont dans la cage d'escalier quand elles veulent discuter toutes entre elles. Pour l'appartement encore, quand vous faites les visites d'appartement, regardez s'il y a un interphone. Et si l'interphone en fait fonctionne depuis chez vous, c'est-à-dire vous pouvez ouvrir la porte d'en bas depuis chez vous. Moi par exemple, il y a un interphone en bas mais ça marche pas. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que je me fais livrer, je vous en parlerai plus tard, mais à chaque fois que je me fais livrer, je suis obligée de descendre pour aller ouvrir la porte de l'immeuble. Bon, je suis qu'au 2e étage, mais c'est énervant en fait de se dire qu'il faut tout le temps descendre, et puis le livreur il va pas monter avec vous, donc du coup il vous donne les sacs et puis c'est vous qui les montez en haut. Donc voilà.
vérifier en fait ça. Aussi les boîtes aux lettres, si vous avez besoin d'une boîte aux lettres. Moi j'avais besoin d'une boîte aux lettres pour activer mon compte sur Google, parce qu'il vous demande une adresse à laquelle il vous envoie un code. Et dans l'appartement où j'étais avant, il y avait une boîte aux lettres, donc c'était parfait, je l'avais reçue. Là j'ai voulu refaire la même chose avec autre chose. J'ai pas pu recevoir parce qu'il n'y a pas de boîte aux lettres là où je suis, et c'est très mal localisé, il y a quasiment pas de facteurs en fait. De ce que j'ai compris, les facteurs ne doivent pas venir jusqu'ici. Ensuite, regardez au niveau de la localisation du quartier s'il y a des salles de fête aux alentours ou des stades, parce que là, ça va être très bruyant. Moi, j'ai une salle de fête qui est pas très loin, mais j'entends tout en fait. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une fête, c'est jusqu'à 3 heures du matin. Jusqu'à 3 heures du matin, c'est comme si on était en boîte de nuit en fait. Je sais pas, ils doivent mettre sur haut-parleur, c'est pas possible. Donc j'entends tout. Bon, c'est pas tout le temps, mais pendant l'été, et c'était très 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 souvent. Si vous habitez à côté d'un stade, bah, vous allez avoir toutes les sorties suite au match. Donc vous allez avoir du bruit dans la rue en fait, jusqu'à 2 heures, 3 heures du match, jusqu'au Fajr en fait. Ensuite, si vous supportez pas le bruit, faites attention aussi, regardez s'il n'y a pas énormément de chiens errants. Il y a de plus en plus de chiens qui traînent en fait dans les rues, c'est impressionnant. Et ils aboient toute la nuit. La journée, c'est très peu, mais c'est surtout la nuit. Ils aboient toute la nuit. Si vous avez l'habitude de laisser les fenêtres ouvertes, vous allez les entendre. Enfin, même si elles sont fermées, on les entend. Donc, faites attention. Moi, derrière chez moi, j'ai un grand espace, ce qui fait que j'ai aussi un petit berger qui passe souvent avec ses moutons, ses vaches. Il y a les coqs. Bon, les coqs, à la rigueur, j'aime bien. Mais les moutons et les vaches, ça a une certaine odeur. Vous voyez ce que je veux dire, surtout les excréments. Et donc, du coup, quand ils passent, je suis obligée de fermer les fenêtres parce que vraiment, ça sent très, très fort. Un dernier petit conseil, si comme moi vous travaillez à domicile et que vous avez besoin d'une connexion internet, je vous conseille de ramener des box avec vous et de tester sur place. Moi c'est ce que j'avais fait. Quand je suis arrivée en fait dans l'appartement où je suis là, j'ai ramené mes 2 box, j'en ai une de Maroc Telecom et une de Orange, et j'ai testé les connexions. Toutes les deux, il y a un site web sur lequel vous pouvez tester en fait la vitesse de connexion. Vous allez sur des sites sur lesquels vous avez l'habitude d'aller et vous voyez en fait la vitesse à laquelle ça s'ouvre. Et moi j'ai testé ça. Et à chaque fois que je voulais visiter un appart, je disais toujours au Samsar, de toute façon moi je ramène mes box, donc s'il n'y a pas de connexion internet, je le verrai tout de suite. Et généralement, quand il n'y avait pas une bonne connexion, ils ne donnaient pas suite les Samsar. Parce qu'ils savaient que ce serait du temps perdu et donc du coup ils ne revenaient pas vers moi. L'achat de pas de porte. Alors qu'est-ce que c'est? Ça c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je discutais en fait avec une Marocaine qui me disait que c'est ce qu'elle avait fait. Alors, elle a acheté un pas de porte d'un appartement, c'est-à-dire que vous allez payer une caution. En fait, c'est pas une caution, vous allez payer en fait le propriétaire, vous allez lui donner une somme. Je crois qu'elle l'a payé, je sais plus combien elle m'a dit, mais une somme assez conséquente dans les 3 000 € ou peut-être un petit peu plus. Pour avoir la garantie qu'il ne la dégagerait jamais de l'appartement. Et en contrepartie, elle ne paye qu'un loyer de 1000 dirhams, 100 €. Ce qui fait qu'on avait calculé toutes les deux, on s'était posé, on avait vu qu'au bout de peut-être 4 ans, en fait, elle rentabilisait. C'est-à-dire que parce que le loyer dans le quartier où elle était dans un quartier Marchand, qui est quand même un quartier à ses côtés, les loyers sont pas à 1000 dirhams là-bas, loin de là, hein, c'est dans les 3000, 4000 facile. Et donc du coup, voilà, ça vous permet, vous, d'avoir la sécurité, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous dégager de l'appartement, vous pouvez y rester longtemps, vous allez payer un loyer très réduit, vous prenez un petit apport, vous donnez un apport au départ, certes, mais vous allez très vite en fait le rentabiliser si vous comptez en fait les économies que vous faites grâce au loyer bas. Tout ça, ça se négocie, hein. Donc ça, il faut en parler. Elle, comment elle a fait pour le trouver? Tout simplement, en fait, elle a été voir un hanout en bas du quartier, dans le quartier où elle voulait exactement aller, dans l'immeuble où elle voulait aller. Elle a demandé au gars des hanout, elle a dit, est-ce que vous connaissez pas quelqu'un, bon, par Darija, est-ce que vous connaissez pas quelqu'un, parce qu'elle cherche justement ça, le pas de porte, je sais pas c'est quoi, comment ça se dit en fait en Darija, un droit au bail, ça se dit comme ça en français. Généralement, c'est pour les locaux commerciaux, mais ça se fait aussi pour les appartes. Et du coup, on lui a dit, si, il y en a un qui est là, qui est pas cher et tout. Bon, le loyer, il est pas cher du tout parce qu'en fait, l'appartement, il était très vieillot. Mais bon, après tout, si vous êtes là et vous êtes prêt pendant 3 ans, 4 ans, parce que vous n'avez pas beaucoup de moyens et vous voulez rester au même endroit et économiser un petit peu, c'est une bonne option.
Alors maintenant les bouteilles de gaz. Moi chez moi j'utilise des bouteilles de gaz, j'en ai deux. Une pour mon chauffe-eau et une pour mon four qui est aussi un gaz. En fait le gaz ça revient beaucoup moins cher que l'électricité. Après il faut juste faire attention hein, parce qu'il y a souvent des fuites de gaz, on va en reparler. Donc les bouteilles de gaz, soit vous allez les récupérer chez le hanout et vous avez toujours un petit garçon, un gars qui va les apporter chez vous et vous l'installer. Soit vous pouvez utiliser des applis, moi j'utilise Allogaz. Donc en fait vous réservez, vous demandez à quelle heure vous voulez, enfin des créneaux horaires, à quelle heure ils doivent vous la livrer et puis ils viennent, vous payez soit en carte soit en espèces à l'arrivée. Si vous le faites au hanout, vous payez, ça coûte une recherche de bouteilles, c'est dans les 40, c'est 40 dirhams. Après, il faut rajouter 9 dirhams. Si vous êtes sur Allogaz, il faut rajouter 9 dirhams pour la livraison. Si vous êtes au hanout, vous payez le petit gars qui va vous l'apporter. Moi, généralement, je donne 5 dirhams parce qu'il me l'installe à la maison, il me l'apporte et puis voilà. Il y a deux types de bouteilles de gaz. Il y a les bouteilles de gaz classiques, hein, celles qu'on voit un petit peu partout. Et maintenant, ils font des nouvelles qui sont un clip, qui sont plus faciles à installer, qui sont plus légères. Mais par contre, la consigne, elle est plus chère. C'est-à-dire qu'au départ, vous devez quand même acheter la bouteille. Ils ne vont pas vous la donner gratuitement. Donc cette bouteille, elle vaut un certain prix. Et je ne sais plus c'est quoi les prix, mais je pourrais retrouver. Et elle est plus chère, en fait, la bouteille à clip que la bouteille classique. Mais après, vous la payez qu'une seule fois, hein, ce prix-là. Après, vous ne payez que les recharges. Et les recharges, c'est 40 dirhams. 40 dirhams pour recharger une bouteille de gaz, peu importe hein, laquelle. Après, si votre recharge de gaz, si votre bouteille de gaz, elle se vide en plein milieu de la nuit, ça c'est un petit peu embêtant. Surtout si par exemple vous devez faire vos roussols de la haïd ou quoi que ce soit, c'est un petit peu embêtant. Donc là, soit vous faites à l'ancienne, vous faites chauffer de l'eau et puis vous attendez que le petit matin pour vous faire livrer une bouteille de gaz, soit vous décidez d'en avoir une en rab, toujours d'en avoir une en rab à côté dans le balcon. Et puis quand elle se vide, et ben vous faites vous-même le changement. Comme ça, vous êtes sûr que vous tombez jamais en rade. Ce qu'il faut faire attention avec les bouteilles de gaz, c'est les fuites. Ça arrive souvent. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. Je m'en suis rendu compte parce qu'en fait, ici, ils ajoutent un produit en fait, dans les bouteilles de gaz qui ressemble un peu à de l'œuf pourri, qui sent comme l'œuf pourri et qui vous indique en fait que justement, il y a une fuite au niveau de la bouteille de gaz. Et donc là, il faut la refermer tout de suite. Donc, il faut faire attention. Moi, on m'avait conseillé d'acheter un détecteur de monoxyde de carbone. Surtout, ça, c'est surtout important si vous avez des enfants. Quand vous êtes adulte, vous pouvez vous en rendre compte par vous-même. Après, les enfants, c'est peut-être autre chose. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne, le détecteur. Peut-être que ça sonne s'il détecte la fuite de gaz, à voir. Ne la laissez pas la bouteille de gaz au soleil. Moi, c'est ce que m'avait dit le gars du hanout, parce que moi, elle est sur mon balcon et elle avait tendance en fait à être du côté du soleil, donc du coup, il fallait que je la change de place. Après, bon, on n'a pas beaucoup de place non plus. Hein. Donc voilà. Donc ça, il faut faire attention et ouvrez vos fenêtres à chaque fois pour bien aérer. Parce qu'il y a eu quand même quelques petits accidents. C'est pas pour faire peur. Hein. Moi, ça fait quand même 1 an que j'utilise la bouteille de gaz. Alhamdoulilah, je vous ai dit, j'ai eu que 2 fois des fuites, mais j'ai senti l'odeur et en plus de ça, j'ai eu des maux de tête. Et j'ai rarement des maux de tête, donc voilà, c'est ça les signes en fait. Mais voilà, si la bouteille de gaz n'a pas ce produit-là qui ressemble à vraiment une odeur d'œuf pourri, ça aurait été difficile pour moi en fait de remarquer qu'il y avait une fuite. C'est pour ça que moi j'ouvre toujours mes fenêtres, je les laisse toujours ouvertes même la nuit. Alors comme j'ai un four à gaz, le problème c'est que quand la bouteille en fait elle se termine, on peut pas la changer comme ça tout de suite. Enfin, il faut descendre, il faut aller jusqu'au hanout, il faut revenir et encore faut qu'ils aient des bouteilles parce qu'ils en ont pas tout le temps en fait en stock. Des fois, ils sont en rupture, surtout pour les nouvelles bouteilles à clip. Ils sont souvent en rupture. Les classiques, encore moins. Mais les bouteilles classiques, je ne veux pas vous mentir, moi maintenant, je les achète plus au hanout, je les achète sur Allogaz parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elles sont jamais remplies à 100%. Parce qu'elles me tiennent que, on va dire, même pas 1 mois alors que je suis toute seule. Alors que normalement, ça devrait tenir 1 mois et demi, je l'utilise pas beaucoup. Donc du coup, je sais que elles sont pas tout le temps remplies ou alors c'est parce qu'il y a des fuites ou autre. Maintenant, je les prends chez Allogaz.
Là, j'ai jamais eu de problème jusqu'à présent. Mais voilà, si jamais vous avez un problème et que votre bouteille elle se vide et que vous êtes en train de cuire quelque chose, ça m'est arrivé une fois, ça s'est arrêté d'un coup. J'avais pas le temps en fait de sortir pour aller jusqu'au hanout parce que je devais commencer le travail, voilà, rapidement. Et donc du coup, en fait, j'ai pris ma plaque parce que j'avais une plaque électrique. C'est juste une petite plaque que j'avais acheté, une plaque d'appoint au cas où en fait mon four est tombé en panne, où il n'y aurait plus de gaz. Et donc du coup, voilà, c'est un petit conseil que je vous donne pour éviter d'avoir à sortir. Surtout si vous avez des enfants, vous ne pouvez pas sortir toute la semaine-là, aller chercher une bouteille de gaz, revenir. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a aussi beaucoup de coupures de courant, ça arrive très souvent, c'est généralisé dans le quartier, hein, les coupures de courant. Et donc du coup, quand ça arrive, bah, c'est un petit peu embêtant par rapport au téléphone. Moi, j'utilise beaucoup mon téléphone et donc du coup, pour éviter en fait, surtout quand j'ai pas beaucoup il me reste pas beaucoup de batterie, et j'ai toujours une batterie de recharge à côté de moi qui est toujours pleine, que je recharge toujours à fond, que je laisse sur le côté. Comme ça, au cas où il y aurait une coupure de courant, bah, mon téléphone, il sera toujours rechargé. Donc voilà, je vous conseille d'acheter une petite recharge de batterie. Pour les livraisons, pour les courses, moi je vais jamais dans les centres commerciaux pour aller faire mes courses. Des fois quand je vais au marché, je m'achète des petits trucs, mais je me fais surtout en fait livrer. Avant je me faisais livrer via Marjan, sur leur site web. On paye la livraison 30 dirhams et puis vous commandez tout ce que vous voulez, vous avez tout le catalogue. Là j'ai découvert il n'y a pas longtemps Glovo Prime. Alors Glovo c'est une appli qui vous permet de pouvoir commander chez les restos, si vous voulez commander à manger, mais aussi chez quelques commerçants du coin. Donc moi ils m'en proposent deux, ils me proposent Carrefour et Marjan qui sont à côté de chez moi, enfin à côté de chez moi, façon de parler, ils sont quand même à 10 minutes en voiture, et donc du coup vous payez Glovo Prime 20 dirhams le mois, et vous pouvez passer autant de commandes que vous voulez, vous ne paierez plus en fait les frais de livraison. Ce qui veut dire que maintenant je me fais livrer quasiment tous les 2-3 jours pour des fruits, légumes, des petites choses comme ça. J'achète plus maintenant en gros. Avant j'achetais en gros, mais ça pourrit très très vite ici, hein. Avec le temps, tout vraiment pourrit très très vite. Donc maintenant j'achète par petite quantité de temps en temps, tous les 2-3 jours. Et de toute façon je ne paie pas la livraison, donc voilà. Par contre ce qu'il faut savoir c'est que sur Glovo, les prix qui sont sur Glovo, du catalogue Marjan ou Carrefour, ils sont légèrement quelques centimes en plus que dans le magasin, ce qui est normal, ils répercutent quand même les frais de livraison comme ça. Parce qu'eux aussi ils doivent payer un abonnement à Glovo, donc du coup ils répercutent les frais comme ça. Mais voilà, ça c'est vraiment l'astuce maintenant qui me facilite tout. Dès le matin, si j'ai pas de pain par exemple, j'ai oublié, et ben je Glovo, et en 10 minutes ils sont chez moi, 10 minutes, un quart d'heure, le temps qu'ils prennent tous les articles, qui viennent, et ils me le livrent en 10 minutes, un quart d'heure, et puis j'ai mon pain pour mon petit-déj. Alors ensuite les taxis. Pour se rendre d'un point A à un point B, vous pouvez prendre le bus, mais le bus est très long, ça prend beaucoup de temps, ça fait souvent des grands détours, mais c'est pas cher, c'est vraiment pas cher du tout. Sinon ici, ce que tout le monde fait, bah, soit vous marchez, soit vous prenez les taxis. Alors il y a deux types de taxis, il y a les taxis bleus que vous voyez vraiment un petit peu partout, et vous avez des taxis beiges. Et les taxis beiges, ils sont positionnés à certains endroits. Les taxis bleus, eux, ils tournent tout le temps en rond en fait, et pour essayer de capter des passagers. Donc dès que vous en voyez un qui arrive, vous lui dites le nom de la destination où vous voulez aller. Alors c'est pas peine de donner les noms des rues ou des trucs comme ça, sauf si c'est des rues qui sont très connues, mais donner en fait un repère qui est à côté. Par exemple, quand je vais aller à la plage elle est longue, la corniche elle est longue, donc s'il y a un endroit particulier où vous voulez aller, moi je dis par exemple McDonald's, Bahr, Playa, McDonald's. Voilà, comme ça ils savent exactement où c'est. Si vous voulez aller à la marina, c'est la marina. Si vous voulez aller peu importe où vous voulez aller, essayez de trouver toujours un endroit qui est à proximité, un bâtiment qui est connu, une préfecture, un commissariat, ou voilà. Ensuite, avant qu'ils arrivent, avant qu'ils s'arrêtent, vous devez les arrêter avec la main et vous devez leur montrer en fait dans quelle direction vous allez. Généralement, eux, ils vont vous faire un signe de la main, c'est-à-dire un signe tout droit ou un signe à gauche, c'est-à-dire que si vous êtes par exemple avant un rond-point, s'ils font un signe de la main qui va sur la gauche, ça veut dire qu'au rond-point, ils vont tourner à gauche. Donc si votre destination, elle n'est pas dans cette direction, il ne va pas s'arrêter pour vous. Donc il faut lui dire si c'est tout droit ou si il faut tourner à gauche, tout de suite tourner à gauche ou tout de suite tourner à droite. Bon voilà. Si vous ne savez pas, il vaut mieux en fait savoir à l'avance déjà où vous allez et être sur le bon trottoir aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois de vouloir aller à un endroit et le taxi était gentil, il m'a dit non, en fait, il faut que tu ailles de l'autre côté, en fait. Les taxis ici, ils y vont pas. Donc ça, c'est pour les taxis bleus.
Les taxis bleus, si vous êtes tout seul, ils peuvent prendre jusqu'à 3 personnes. Si vous êtes tout seul, il vous prendra quand même et on y va. Et il vous emmènera à destination. Il se peut qu'il s'arrête entre-temps pour prendre d'autres passagers qui vont dans la même direction que vous ou à peu près la même direction. Regardez bien le compteur au démarrage, c'est-à-dire à combien il démarre. Il ne démarre pas à 0, hein. Il démarre toujours, il prend une petite marge, je ne sais plus si c'est combien, si c'est 3 dirhams ou 5 dirhams, je ne sais plus. Mais regardez bien au démarrage. Parce que si c'est vous le passager qui prend en route et qu'il avait déjà un autre passager avant, le compteur il a déjà démarré avant que vous arriviez. Donc regardez bien à quel prix en fait ça commence. Et par contre, pour les taxis belges, eux, ils font pas le tour en fait pour essayer de trouver des passagers. Eux, ils sont positionnés à des endroits stratégiques et eux ne démarrent que s'ils sont remplis ou quasi remplis. Donc ils peuvent prendre, la dernière fois que je l'ai pris, on était combien de 3, 4, 5, 6 On était 6 dans le taxi. On allait tous à la même direction, à Cap-Spartel. Et donc pour chaque... il faut savoir en fait les endroits où se trouvent les taxis. Bon, après ça, petit à petit, vous allez découvrir. Par exemple, pour aller à Cap-Spartel, nous on a pris le taxi à Iberia. Donc j'ai pris moi mon taxi de chez moi pour aller jusqu'à Iberia, donc j'en ai eu pour 10 dirhams, et de Iberia jusqu'à Cap-Spartel, j'en ai eu pour 15 dirhams. Parce qu'en fait, la course, c'est pas au niveau du compteur, c'est lui, il sait combien ça prend pour aller de tel endroit à tel endroit, et ensuite il divise le prix. Maintenant, mais le problème c'est que vous devez attendre qu'il soit rempli, donc vous devez attendre qu'il y ait plus de monde qui rentre. Si vous êtes pressé et que vous voulez absolument qu'il vous y emmène, il vous faudra payer dans ces cas-là à la place des autres qu'il n'aura pas pris. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que lui, il faut qu'il se soit rentable. Je vous dis là par exemple le cas de Cap-Spartel. Donc j'ai payé 25 dirhams en fait à l'aller, alors que les taxis bleus, si je lui avais demandé depuis chez moi directement à Cap-Spartel, il m'aurait demandé facilement 50-60 dirhams, mais facilement. Parce que à chaque heure, il me demande 100 dirhams. Donc là, pour Cap-Spartel, qui est un petit peu avant, par rapport à là où je suis localisée, il m'aurait demandé facilement 70 dirhams. Donc ça revient vraiment moins cher les taxis belges. Après voilà, le seul problème des taxis belges, c'est qu'il faut savoir en fait où les prendre, à quel endroit. Mais ça, si vous allez sur Facebook, dans les groupes de personnes sur Tanger, il suffit juste de demander, les gens ils le savent, ils vous le diront. Ils vous diront, ah oui, tu vas aller, bah, les taxis belges ils sont à tel endroit en fait. Moi je le prends à tel endroit, je le prends à tel endroit, donc c'est pas un problème en fait en soi. Autre chose à savoir, il faut toujours avoir des espèces sur soi. Moi, jusqu'à présent, j'utilisais toujours mes cartes bleues en fait pour tout payer. Partout où j'allais, quand j'étais en France, quand j'étais en Angleterre, je payais tout le temps par carte. Ici, c'est quasiment pas possible. C'est-à-dire qu'ici, il faut toujours avoir de l'argent sur soi. Toujours, partout. Par exemple, vous allez dans les petits hanout, bon, là, vous pouvez être sûr qu'ils n'ont quasiment pas de carte de lecteur carte bleue. Donc là, vous êtes obligé de payer en espèces. Vous allez même au restaurant, et pourtant, j'ai été une fois dans un restaurant qui est en face de la plage, quand même très touristique, et ben ils n'avaient pas de lecture carte, donc j'étais obligée de payer en espèces. Heureusement que j'avais des espèces sur moi, mais vraiment je m'y attends pas. Et généralement les restaurants n'aiment pas aussi que vous payez en carte, parce ils doivent payer en fait une commission sur chaque paiement, sauf au-delà d'un certain montant. Au-delà d'un certain montant, je crois que la commission elle est moindre, parce que moi c'est déjà arrivé que j'aille dans un restaurant, je devais payer 50 dirhams, et le gars il m'a dit, ça te dérange pas si je te facture 100 dirhams et je te rends en carte, et je te rends 50 en espèces, parce que pour lui je pense que ça lui permet soit d'éviter de payer les commissions, ou de payer moins, ou quoi que ce soit. Donc généralement ils acceptent très peu en fait les cartes. Donc vous aurez toujours besoin des espèces. Pour le taxi aussi. Taxi, ils prennent rarement en fait les billets, hein. Et souvent ils vous demandent, ils vous disent si vous avez du sarf, si vous avez de la monnaie. Vous en aurez besoin sur la plage par exemple, si vous voulez payer, vous achetez un truc ou louer une chaise. Pour les livreurs, si vous voulez donner un pourboire aux livreurs. Voilà, donc vous aurez toujours besoin de l'espèce avec vous. Donc il faudra toujours que vous fassiez de la monnaie quand vous allez retirer de l'argent au DAB. Alors faites attention aussi pour les DAB. Moi j'ai remarqué, comme je sors souvent en fait les week-ends, les DAB sont souvent vides les week-ends. Là, une fois j'ai dû marcher peut-être 20 minutes pour m'éloigner de la ville, de la plage, pour aller trouver enfin un DAB, un distributeur automatique de billets, qui me permettent avec ma carte de pouvoir retirer. Parce qu'ils sont vides, tout simplement, ils ne les remplissent pas les samedis, dimanches, incompréhensible. Donc faites attention et pensez bien à faire de la monnaie.
C'est-à-dire quand vous retirez de l'argent, ils vous donnent des coupures de 100 ou de 200. Pensez bien à faire de la monnaie pour le taxi justement et autres, pour pas avoir à les payer en billets. Autre chose à savoir au niveau des horaires d'ouverture. Quand on vous dit que quelque chose ouvre à telle heure, par exemple, Casa Barata, on m'avait dit ça ouvre à 10 heures. J'y suis allée pour 10 heures. Il y avait, il y avait peut-être un tiers des magasins qui étaient ouverts. Mais vraiment juste un tiers. Il y avait les commerçantes de la montagne qui étaient là, mais sinon toutes les autres boutiques, elles étaient quasiment fermées. Ça ne commence en fait à ouvrir que vers 11 heures. J'ai été au salon de l'immobilier, on m'a dit, j'avais téléphoné, et puis on m'avait dit oui, on ouvre à, je sais plus, on m'avait dit 9 heures ou 10 heures, 9 heures, donc du coup je me suis dit, je vais pas me faire avoir une deuxième fois. J'y suis allée vers 11 heures, et même vers 11 heures, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il n'y avait pas beaucoup d'exposants. Ils sont tous arrivés en après-midi. En règle générale, tout se fait l'après-midi. Le matin, il n'y a quasiment rien qui se fait. Et vous n'aurez pas d'exposants. Voilà. J'ai même été à le salon des entrepreneurs à la Médina. Et là, je me suis dit, bon, c'est des entrepreneurs, ils vont quand même venir tôt aussi le matin. Et ben non. Ils sont tous arrivés l'après-midi vers le coup de 15 heures, alors que ça ouvrait à midi. Et ben il n'y avait personne à midi en fait. Ils sont tous arrivés vers le coup de 15 heures. Donc du coup, en fait, j'ai perdu mon temps pour rien. Donc voilà, ici, les heures d'ouverture, si on vous dit que c'est à 10 heures, bah allez-y pour midi. C'est pas la peine d'y aller pour 10 heures. Une autre petite chose que j'ai remarqué, les déjeuners du midi dans les restos. Quand vous voulez aller déjeuner, bah pour moi, le déjeuner c'est à midi, donc j'y vais pour midi, mais en fait non. Eux, le déjeuner commence qu'à partir de 13h, 13h30. C'est-à-dire qu'avant 13h, 13h30, on vous sert le petit déjeuner. Vous n'avez pas le droit de commander. Ils vous disent vous êtes obligé d'attendre, mais ils ne vont pas vous laisser attendre à table pendant une demi-heure sans rien consommer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc soit vous consommez le petit-déj, soit vous prenez des boissons, prenez des trucs en attendant de prendre votre déjeuner. Mais voilà, il faut savoir que le déjeuner, il est servi qu'à partir de 13h, 13h30 dans les restaurants, la plupart. Même les restaurants touristiques sur lesquels j'étais en face de la plage et tout ça, c'est comme ça. Voilà, il faut juste le savoir. Les pourboires. Au départ, quand je suis arrivée, je me suis demandé c'est combien qu'il faut donner comme pourboire. Je ne savais pas s'il fallait donner 10 dirhams, 20 dirhams, parce que ça revient à 1 euro, 2 euros en fait. Mais en fait, il ne faut pas compter comme ça. Il ne faut pas convertir en euros. Ici, vous allez donner des pourboires un petit peu partout en fait, pour tous les petits services qui sont rendus. Le voiturier, même si, par exemple, quand je vais à Grand Soko, il y a toujours un gars qui essaie de vous attraper un taxi pour vous, alors que je peux très bien faire moi-même, j'ai l'habitude de faire moi-même, mais ils essaient de gagner une petite pièce par-ci, par-là. Et donc du coup je leur donne 1 ou 2 dirhams parce que de toute façon c'est quelque chose que j'aurais pu faire moi-même, j'ai pas besoin d'eux. Par contre le gars qui est au hanout, quand il vient il me porte ma bouteille de gaz, bon je suis à 2 pas, mais c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui me porte. Je lui donne 5 dirhams facilement, des fois 10 si je peux. Au resto vous donnez toujours au serveur. Bon, s'il a été sympa, s'il n'a pas été sympa et très souriant, moi généralement je donne pas. Mais en règle générale, ils sont toujours très avenants avec moi et je leur donne toujours 5 dirhams ou 10 dirhams au serveur. Après, vous pouvez aussi donner des pourboires au livreur Glovo. Moi je l'inclus en fait dans la course et on vous propose de donner un pourboire. Ou alors, si vous avez oublié de le faire, vous lui donnez quand il arrive, s'il a été sympa avec vous. Voilà, donc c'est normal en fait de donner des pourboires, mais c'est pas des trucs de ouf, vous n'avez pas donné 20 dirhams, 30 dirhams, bon, sauf si vous avez de l'argent. Mais voilà, c'est pour chaque service, type de service, vous donnez en fonction de l'effort qui a été fait. Peu de structures pour les enfants en difficulté. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué parce que j'ai discuté avec des Marocaines de souche ici, qui ont des enfants qui ont des handicaps. Et elles ont du mal en fait à trouver. Ou alors, en fait, vous pouvez trouver, mais ça coûte tellement cher que déjà eux, il faut qu'ils payent l'école parce qu'ils mettent leurs enfants dans l'école privée. Donc déjà, ça leur coûte. Et en plus de ça, rajouter de l'argent pour que quelqu'un s'occupe de leur enfant à l'école, ça revient encore plus cher et c'est pas forcément de la bonne qualité parfois. Donc voilà, ça il faut le savoir avant de venir. Si vous avez des enfants qui sont dyslexiques, qui sont autistes ou qui ont un handicap physique, voilà, il faut le savoir que ça risque de vous coûter si vous ne faites pas l'école à la maison. Et puis l'école à la maison pour un enfant, il a quand même besoin de sortir et de rencontrer d'autres enfants quand même, de jouer avec eux, d'apprendre la langue, la culture. Donc voilà, il faut y penser.
Alors, Amazon ne livre pas au Maroc, sauf pour quelques rares articles. Vous en trouverez quelques-uns qui sont quand même livrés sur le Maroc. Mais par contre, les frais de livraison sont énormes, donc en fait, c'est ridicule. Hein. Franchement, faut vraiment le vouloir, quoi, l'article pour le commander. Donc ça, il faut le savoir, parce que moi, j'étais une adepte de Amazon. Je me faisais tout livrer via Amazon quand j'étais en Angleterre ou en France. Donc ici, il faut savoir que si vous avez besoin de quelque chose, vous avez l'équivalent qui est Jumia. Mais c'est pas, bon, vous n'avez pas tous les articles, mais bon voilà, c'est mieux que rien en fait. Hein. Mais voilà, il faut le savoir pour Amazon si vous avez l'habitude de vous faire livrer des articles. Ici, les gens ont l'habitude d'avoir recours à des femmes de ménage. Alors ils appellent ça des femmes de ménage couchantes ou pas. Alors couchante, ça veut dire qu'en fait elles dorment chez vous. Ou alors c'est une femme de ménage qui rentre chez elle parce qu'elle a sa propre famille. Mais vous en avez qui acceptent de dormir chez vous. Et de s'occuper de vos enfants, de s'occuper du ménage, peut-être aussi de la cuisine. Des fois, ils appellent ça des noubonnes, c'est-à-dire une contraction entre nounou et une bonne, c'est-à-dire elle s'occupe de vos enfants et en même temps, elle vous fait le ménage. Comme je vous ai dit, elle peut cuisiner ou pas, ça il faut le préciser. Si vous voulez quelqu'un qui sache cuisiner, il faut préciser le type de cuisine aussi, si c'est cuisine orientale ou cuisine occidentale. Le minimum que vous la payez, c'est le SMIC, donc c'est 2800 dirhams par mois. Après, il y en a qui acceptent de travailler juste de manière ponctuelle, quelques jours par semaine, juste les week-ends ou juste en matinée, ou alors qui complètent, c'est-à-dire qu'elles vont chez une dame tel jour et chez une autre dame tel autre jour. Donc vous pouvez, il suffit de passer des annonces. Après, moi, de ce que j'ai vu, c'est que beaucoup de gens se plaignent, comme quoi la qualité n'est pas au rendez-vous, mais en même temps... Bon, voilà, chacun a sa façon de nettoyer. Faut pas hésiter à essayer, à tester, et puis à voir. Et si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, vous en prenez une autre. C'est pas ce qui manque, en tout cas. Pour les commerçantes qui utilisent PayPal, ici ils utilisent quasiment pas PayPal. Je crois même pas que PayPal soit connecté avec les comptes bancaires marocains. Je crois qu'il y a un problème à ce niveau-là. Il doit y avoir peut-être une banque qui l'accepte, mais je crois qu'il faut payer des frais. Enfin, je sais plus. Mais c'est pas quelque chose de commun, de courant en fait pour les paiements. Donc si vous avez l'habitude de vous faire payer via PayPal, ça va être compliqué en fait. Il va falloir trouver un autre moyen. Après, vous faire virer sur votre compte en banque. Si vous avez un compte en dirham convertible, vous ne pouvez pas recevoir des dirhams sur ce compte, donc les Marocains ne pourront pas vous payer. Si vous avez un compte qui n'est pas en dirham convertible à un compte normal, je pense qu'il y a des frais de transfert si c'est pas de la même banque. Par exemple, moi quand je fais le virement à mon propriétaire pour le loyer, je paye une commission sur le virement. Et parce qu'on n'est pas dans la même banque, lui et moi. Après, si on est dans la même banque, peut-être que ce serait gratuit, je ne sais pas. Donc ça, il faut le savoir, si vous êtes commerçant, il faudra trouver un moyen pour vous faire payer. Voilà. Je vous conseille, avant de venir, de faire une visite médicale, vraiment juste avant de venir. Ça, c'est quelque chose que moi, j'aurais dû faire et je regrette. Pourquoi? Parce que déjà, comme je vous ai dit, c'est une ville qui est très humide. Donc, si vous avez un problème au niveau de l'humidité, des allergies, faites les tests. Si vous pouvez les avoir, parce que ici ça coûte cher, hein. Tout est payant et vous n'êtes pas remboursé si vous n'avez pas la résidence. Donc faites tout en France si vous pouvez vous faire rembourser, donc des tests d'allergie, à tout en fait, hein. Pour l'humidité aussi surtout. Demandez à votre docteur des conseils concernant Helicobacter pylori parce qu'ici c'est une épidémie, tout le monde l'a, que ce soit marocain, étranger, hein. Tout le monde l'a en fait, hein. Tout le monde fait les tests, ça vient, ça part, mais c'est quelque chose de très courant. J'en discutais avec une de mes élèves qui est médecin et qui me disait que c'est dans les pays en fait d'Afrique en fait où on voit ça le plus, hein, et c'est normal en fait, malheureusement. Donc, demandez à votre médecin ce que vous pouvez faire en prévention ou alors au cas où ça vous prend, parce que c'est quand même gênant, moi, je vous le dis. Après, allez chez le dentiste aussi avant de venir. Faites-vous un check-up, détartrage, vérifiez qu'il n'y a pas de caries et compagnie, parce qu'ici ça coûte cher. Faites-vous faire une analyse sanguine aussi pour voir si vous n'avez pas des carences. Et comme ça, vous prenez vos traitements en France, vous faites rembourser, parce que ici, bon, voilà, ça a un coût, hein, comme les médicaments. C'est pas gratuit, hein. Et donc voilà, moi c'est ce que j'aurais fait, si on me l'avait dit, je l'aurais fait en Angleterre, en plus tout est gratuit en Angleterre. Après au niveau du téléphone, quand vous arrivez, alors il y a plusieurs opérateurs, principalement Maroc Télécom, ensuite vous avez Inouï et Orange, mais Maroc Télécom c'est ce qui couvre le plus de réseaux.
Après, il faut voir par rapport à l'endroit où vous serez, ce qui capte le mieux. Donc, vous rapportez des box, vous demandez à ce qu'on vous prête des box et vous testez sur place. En attendant, pour votre téléphone, vous pouvez acheter une recharge Maroc Télécom. Moi, ce que je fais, c'est que j'achète tout le temps une recharge de 50 dirhams, ça fait 5 euros, quoi, pour le mois, parce qu'elle dure en fait un mois. Enfin, elle dure un mois, c'est-à-dire elle expire au bout d'un mois. Si vous prenez des recharges, par exemple, de 30 dirhams ou de 10 dirhams, elles vont durer que 2 semaines. Elles expirent au bout de 2 semaines, que vous l'ayez utilisé ou pas. Donc c'est pour ça que moi je prends toujours 50 dirhams, comme ça au moins je sais que je peux répartir tout ça sur le mois quand je sors de la maison. Quand je suis à la maison, j'utilise le Wi-Fi. Pour recharger sur votre téléphone, c'est simple. Vous achetez dans les hanout, vous achetez une recharge Maroc Télécom, 50 dirhams. Vous avez un code, donc vous tapez le code sur votre téléphone, suivi de étoile 3. Étoile 3, ça vous donne accès en fait à Internet et les réseaux sociaux. Alors que si vous choisissez les autres, ça va vous donner accès juste au téléphone, ou alors juste aux réseaux sociaux, mais pas Internet. Donc moi, c'est ce que je fais. Ça me fait un mix de tout en fait, le étoile 3. Voilà, après vous pouvez prendre autre chose, hein, Orange si vous préférez. Tout dépend en fait de ce que vous captez le mieux chez vous. Donc ça, faut faire le test.